C'est l'une des plus anciennes émotions apparues dans le monde vivant, la peur. Pourquoi ce mécanisme physiologique, le plus souvent désagréable, s'est-il maintenu au fil du temps ? Elle sévirait sur Terre depuis plus de 400 millions d'années, bien avant la séparation des poissons et des mammifères. La peur est multiforme, une main qui se pose sur notre épaule sans l'avoir entendu approcher, un klaxon ou tout simplement le visionnage d'un JT. Et voilà, le cœur qui cavale, le poil qui se dresse. Notre cerveau y est extrêmement sensible et elle se décline sous des formes complexes. Anxiété, angoisse, phobie, traumatisme. Comment cette émotion se traduit-elle à l'échelle des neurosciences et que révèle-t-elle de notre condition humaine ? Cerveau, la cité de la peur. Sébastien Boller, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en neurosciences et rédacteur en chef du Cerveau et Psycho et vous publiez Pourquoi avons-nous peur aux éditions Plomb. Antoine Pellissolo, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil et l'auteur de La nouvelle peur des autres, trac, timidité et phobie sociale, paru chez Odile Jacob en 2023. Merci à vous deux d'être là avec nous. Merci, en direct dans nos studios à France Culture et merci à vous d'être là avec nous en direct ou à toute heure en podcast. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre plateforme Blue Sky, sur notre compte @ScienceCQFD. Alors, quelles sont les réactions physiologiques lorsque nous avons peur et comment s'explique-t-elle ? D'où vient la chair de poule ? Et à partir de quand la peur devient-elle pathologique ? Nous sommes ensemble 1 heure pour répondre à ces questions. Mais on commence d'abord par tendre l'oreille à ces multiples expressions. Si vous êtes dans une situation dangereuse, il est normal d'avoir une certaine quantité de peur en relation avec le danger. Je pense que mes films ont tous quelque chose en commun. En cela qu'ils représentent une peur inconnue, qui n'a pas de visage. Cette chose qui vient et qui est sans visage, qui est cachée, c'est une ombre, une apparence. Les terreurs nocturnes se rencontrent sous forme de frayeurs brutales qui réveillent l'enfant la nuit. De cauchemars accompagnés de cris qui n'ont pas de gravité en eux-mêmes, mais sont un signal d'alarme qui fait penser que l'enfant éprouve une gêne, une difficulté passagère dont nous devons reconnaître la cause, bien souvent d'ordre familial. Est-ce que vous avez peur de l'avenir ? L'avenir ? Ah si, beaucoup. La peur est inévitable, en tout cas c'est une émotion normale. Le problème ce sont les excès de cette peur, les peurs excessives, pathologiques, incontrôlables. Après on peut avoir peur d'à peu près tout. J'ai peur, sauvez-moi des flammes, j'ai peur, sauvez mon âme, j'ai peur de mes parents, j'ai peur de perdre mes dents, de perdre mon emploi, de perdre mes bras, d'être abandonné ou de me faire vivre. Merci à notre réalisateur Olivier Bétard pour ce montage sonore. Sébastien Boller, la peur prend donc 1000 visages. Comment on peut définir cette émotion si tant est qu'elle se laisse définir ? Alors c'est une émotion, donc ça part d'une réaction de l'organisme et du cerveau face à un danger. Et c'est une émotion, donc elle est d'apparition rapide, et puis normalement elle décroît assez rapidement, et elle provoque des réactions physiologiques, le cœur qui bat plus vite, la pression artérielle qui grimpe, les poils qui se dressent sur la peau, les cris, comme on vient de l'entendre, et puis des comportements. Donc le comportement de peur typique qui a été décrit maintenant depuis plusieurs décennies. Le plus simple, c'est celui qui s'articule autour de 3 réactions, donc la fuite, l'immobilisation. Il y a des cas où on est figé de peur parce que ça permet peut-être d'échapper au danger, et le combat. Donc c'est 3 réactions qui sont pilotées par le cerveau et au sein du cerveau, notamment par un noyau un noyau nerveux qui a été aux origines des recherches en neurosciences sur la peur, qui a été découvert par le neuroscientifique Joseph Ledoux aux États-Unis, qui s'appelle l'amygdale, qui n'a rien à voir avec les amygdales qu'on a dans la gorge, mais qui coordonne en fait l'ensemble des réactions motrices, physiologiques, des neurotransmetteurs, des hormones qui vont être libérées dans le sang pour nous permettre de déployer ces 3 comportements qui sont en principe destinés à nous aider à survivre. Oui, on reviendra sur cette toute petite structure en forme d'amande qui est en effet l'un des sièges de la peur. Antoine Pellissolo, voilà, cette émotion, mécanisme de défense, ensemble de réactions biologiques, psychologiques, comment vous aussi vous la définissez ?
Oui, alors moi je dirais d'abord un système d'alarme. C'est notre système d'alarme face au danger. Et quand on dit alarme, on dit surtout mise en éveil, mise en hypervigilance. Et souvent la première réaction de la peur, c'est de sursauter et d'ouvrir maximum en fait ses écoutilles sur l'ensemble des dangers potentiels. Donc c'est cette première action et qu'en plus on va transmettre aux autres, parce que comme dans toutes les émotions, il y a un côté transmissible pour prévenir, en l'occurrence les congénères qui risquent d'être aussi menacés par les mêmes facteurs. Donc, on se met soi-même en état d'alerte, on transmet aux autres et en effet, on se prépare à l'action qui peut être en effet de se battre, de fuir quand on n'a pas d'autre solution ou de rester figé. C'est en effet une forme de paralysie. Et tout ça avec un espèce d'orage intérieur qui est la mise en action. Alors, ça passe par l'adrénaline, pour faire simple. La décharge d'adrénaline, on sait bien ce que ça veut dire. Le cœur qui bat, le ventre qui se crispe un peu. Et tout ça, parfois en quelques millisecondes. C'est vrai que ça prend moins d'une seconde pour se déclencher. Et puis, en effet, on a tous vécu un truc qui monte et puis qui redescend tout de suite. Donc ça, c'est quand finalement, tout de suite, le cerveau est capable de dire, finalement, c'est une fausse alerte. En effet, cette émotion qui fait partie des 6 autres, joie, colère, tristesse, dégoût, surprise, elle est assez ancienne. C'est même d'ailleurs une des plus anciennes, Sébastien Boller. Alors, moi, ce que j'ai découvert en fouillant un peu dans les recherches sur les bases neurobiologiques de la peur dans le règne des animaux et des vertébrés. Donc, l'origine des vertébrés, oui, c'est environ 400-500 millions d'années dans les océans du Précambrien, où en fait ça part avec des poissons. Et il y a des travaux récents qui ont repéré donc, la présence de cette petite amygdale, mais alors elle est vraiment minuscule, déjà chez un poisson, dont l'ancêtre commun avec nous remonte effectivement à 430 millions d'années. Ce qui fait donc inférer que en fait, cette structure nerveuse étant présente chez tous les vertébrés aujourd'hui, c'est-à-dire les poissons, les reptiles, les oiseaux, les mammifères, il faut remonter probablement à un ancêtre commun qui vivait en ces temps extrêmement reculés. Donc on parle d'une ère qui précède les dinosaures. Et ça se comprend parce qu'il est impossible de survivre si on ne peut pas se sauver ou se défendre face à un danger. Donc ça fait sens. Alors quand on parle d'émotion, c'est ça la question aussi. Est-ce qu'un petit poisson comme ça ressent la peur comme nous? C'est une autre question. Dans le cerveau humain, il y a bien d'autres territoires que l'amygdale qui vont ensuite donner une résonance, un sens, une perception subjective plus ou moins ample à ce qui est au départ un comportement. La peur, l'amygdale, c'est un comportement qui ensuite va être ressenti subjectivement en fonction de tout l'environnement neuronal qui est le nôtre. En fait, Antoine Pedisolo, notre cerveau est programmé pour nous protéger, même au prix d'émotions désagréables. Mais même grâce aux émotions désagréables. Ça peut paraître très paradoxal, mais dans la peur qui est effectivement indispensable à la vie, tout simplement, à la survie, il y a une composante, on dit, aversive, qui est que la peur fait mal d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on a un éprouvé. La sensation là, que Sébastien décrivait, c'est je me sens pas bien dans mon ventre, dans mon corps. Et en gros, j'essaye d'éviter cette situation-là, pas seulement parce que j'analyse qu'elle est dangereuse, mais parce que j'ai pas envie de ressentir ça pour la prochaine fois. Donc ça, c'est mon analyse un peu d'être humain un peu intelligent, enfin peut-être un peu, et que les écrevisses, par exemple, n'ont pas, parce que les écrevisses ont un système de peur, mais probablement qu'elles ne l'ont pas avec les tripes de la même façon. Mais effectivement, ça fait partie des émotions qu'on dit négatives, comme la tristesse, la colère, le dégoût, parce que c'est le moyen de s'éloigner des situations dangereuses pour nous. Mais c'est paradoxal, une émotion négative alors qu'elle est nécessaire à notre survie. Eh bien, on ne devrait pas dire négatif, en fait, parce que toutes les émotions sont utiles, donc positives, mais c'est le ressenti. Il y a 2 valences dans les émotions. Positive, la joie, le plaisir. Donc là, on a envie d'aller vers ces situations-là. C'est plutôt le système de la dopamine, que Sébastien Boller connaît aussi très bien. Et le côté négatif, c'est toutes les situations qu'on doit fuir. Alors, par exemple, la colère, c'est fuir, par exemple, l'injustice, le combat avec les autres. Donc, c'est une autre façon de ressentir du négatif. Mais la peur, alors, on néglige souvent ça, parce qu'après, on va décliner peut-être la peur sous la forme d'anxiété, par exemple. L'anxiété, c'est aussi une réaction qui fait mal. Et on peut avoir une douleur morale liée à la peur et à l'anxiété, même si, encore une fois, ça fait partie de notre bagage humain indispensable. Mais justement, Sébastien Boller, dans quelle mesure les phobies, l'anxiété, ce sont des manifestations différentes de la peur ponctuelle qu'on vient très clairement de définir? L'anxiété, elle est vraiment centrale au livre et c'est un enjeu qui nous touche tous parce que sans vivre des peurs au quotidien, des peurs aiguës, on est quand même nombreux à vivre des moments d'anxiété, d'appréhension, d'incertitude. Les études de neurosciences montrent que l'anxiété repose en grande partie aussi sur le même substrat neuronal, sur cette amygdale, qui va s'activer, mais de façon non pas aiguë
et transitoire, mais de façon beaucoup plus continue, à bas bruit. Et ce qui permet de proposer une définition de l'anxiété qui serait une peur non pas intense et ponctuelle, mais plus diffuse, et d'un objet qu'on n'arrive pas forcément à identifier, et d'une menace qui ne se situe pas forcément ici et maintenant sous mes yeux, mais que je peux supposer, par exemple, dans l'avenir. Bien souvent, l'anxiété, c'est la peur de ce qui pourrait arriver. Et c'est en ce sens-là que j'ai trouvé très intéressant les dernières recherches sur les liens entre cette émotion primitive qui nous vient de cette structure nerveuse qu'on partage avec les poissons et les parties beaucoup plus récentes dans l'évolution d'Homo sapiens, comme le développement de certaines aires du cortex cérébral qui permettent d'anticiper des scénarios fictifs et d'interagir avec ce centre de la peur et de le nourrir un petit peu comme dans une sorte de boucle comme ça de rétroaction et qui nous empoisonne la vie. Donc je ne sais pas ce qu'Antoine Pellissolo dira, mais peut-être que l'anxiété c'est une sorte de peur de quelque chose qu'on n'identifie pas forcément et qui n'est pas concentré dans l'ici et le maintenant. Oui, Antoine Pellissolo. Oui, tout à fait, mais je ferais quand même la même différence entre peur normale et peur excessive et anxiété normale Oui. et anxiété excessive. Parce que l'anxiété, c'est en effet une peur anticipée. Et en gros, un essai plus ou moins réussi de se préparer à des dangers à venir. Et je pense que ce qui fait quand même la force de l'espèce humaine, probablement par rapport à d'autres, c'est d'avoir comme ça pu petit à petit construire une civilisation en anticipant tous les risques qui peuvent arriver, les risques naturels, les risques malheureusement entre l'espèce elle-même. Et donc ça, c'est une capacité de voyage dans le temps, comme on dit. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le futur, il y a aussi le passé. Malheureusement, des fois, l'anxiété naît de blessures passées ou de peurs passées. Mais en tout cas, il y a la force de ça. Et puis la contrepartie, malheureusement, comme toujours, quand c'est excessif, quand c'est mal géré, des peurs permanentes. Parce que quand on a peur de l'avenir, en gros, on peut avoir peur de tout. Alors la principale étant la peur de la mort, qui nourrit évidemment beaucoup de cauchemars et beaucoup d'appréhension, voire de phobie. Mais il y a toute la gamme, en fait, du normal, utile, au gênant, voire très gênant. Et on reviendra justement sur ces endroits de déséquilibre, de quand la peur devient pathologique. Oh, et à l'inverse, quand la peur, vous dites, elle est indispensable à la vie, vivre sans peur, c'est aussi dangereux, Antoine Pellissolo. Je crois que de toute façon, on a très peu d'exemples. Alors, il y a des exemples un peu historiques dans la recherche, enfin de cas rares, de certaines maladies, si vous voulez en parler. Oui, Que vous citez dans votre livre, il y a Sébastien Boller. quelques patients qui font l'objet d'études, notamment cette femme qui a été étudiée par le groupe d'Antonio Damasio et qui est dépourvue d'amygdale, donc le centre de la peur n'est pas là. Et cette femme, donc ils l'ont étudiée sous toutes les coutures et vous la rencontreriez là, vous ne feriez pas la différence. Elle s'exprime normalement, elle a des capacités de raisonnement normales, simplement elle n'a peur de rien. C'est-à-dire qu'ils l'ont emmenée dans une animalerie avec des serpents venimeux, des grosses migales, elle les prenait à pleine main. Après ils se sont dit mais c'est pas normal, qu'est-ce qui lui est arrivé? Ils ont fouillé dans son passé, ils se sont rendus compte qu'elle avait échappé X fois des attaques à main armée dans des lieux extrêmement malfamés parce qu'elle ne se rendait pas compte du risque qu'elle prenait. Donc ça illustre vraiment le fait que ce circuit-là est un sauf-conduit. Pas étonnant qu'il existe depuis si longtemps. Nous sommes peut-être là un peu grâce à lui. Voilà, on comprend bien que privé de peur, on perd ce mécanisme essentiel de protection. Mais maintenant, comment cette émotion se traduit-elle donc à l'échelle de notre cerveau? Au début du XXe siècle, les neurosciences permettent de mieux comprendre ces mécanismes biologiques. Alors que se passe-t-il dans notre cerveau? Quand on a peur, on frissonne, on poursuit. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. Je voudrais savoir pourquoi il y a cette unanimité autour de votre film, de tous ces publics. Parce que tout le monde adore la peur pour le plaisir. On aime avoir peur en direct sur France Culture avec Sébastien Boller et Antoine Pellissolo. Nous parlons de cette émotion archaïque. On vient de voir que si elle a traversé les âges, c'est parce qu'elle est vitale. Maintenant, que se passe-t-il dans notre cerveau, Sébastien Boller, quand précisément on entend ces notes de violon? Alors là, sur le son précis, l'effet de ces fréquences-là, je ne sais pas. J'imagine que ça doit correspondre à certaines fréquences de certains cris de prédateurs, mais j'en sais rien, il faudrait tester ça. Pourquoi est-ce qu'il y a certaines dissonances comme ça qui donnent la chair de poule? Ouais. En tout cas, quel est si on doit revenir sur le
le mouvement, la direction, le cheminement justement d'une information vécue comme une information liée à un danger. Quel est son cheminement ensuite jusqu'au cerveau, Antoine Pellissolo? Alors bon, on est obligé de simplifier, mais en effet, souvent c'est un son ou une image, donc les sens. Une information sensorielle, en effet. Ouais. Alors parfois, c'est le toucher, par exemple. Vous êtes dans le noir, vous touchez une toile d'araignée, ça peut déjà évoquer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, il y a des aveugles qui ont peur, par exemple, des araignées, alors qu'ils n'ont jamais vu, les aveugles de naissance, probablement parce qu'il y a aussi, alors il y a un imaginaire, mais il y a aussi sûrement une transmission multisensorielle. Et donc, il y a une information qui arrive, on appelle ça le cortex très primaire, notamment sensoriel, visuel ou auditif. Et puis, il y a une voie très, très rapide, effectivement, qui va directement à l'amygdale, qui permet de déclencher, quand il y a vraiment des signaux très menaçants. Alors, l'image qu'on prend toujours, c'est vous vous promenez dans la forêt, vous voyez une forme longue qui bouge. C'est quoi? Potentiellement un serpent, même si vous n'avez pas analysé ni la couleur, ni la forme, etc. Et sans même avoir fait l'analyse, justement, intellectuelle, mentale, vous allez sursauter, voire même partir loin pour vous protéger d'un serpent potentiel. Et puis ça, c'est la voie rapide, comme on dit. Il y a deuxièmement une information qui va dans les aires cette fois plus élaborées du cerveau, plutôt dans le cortex préfrontal, qui vont analyser la situation telle qu'elle est. Est-ce que réellement c'est un serpent ou quel serpent? Est-ce qu'il est dangereux ou pas? Donc petit travail d'attention. Et puis en gros, est-ce que j'ai peur des serpents ou pas? Parce qu'il y a aussi des gens qui s'en fichent un peu parce qu'ils sont habitués. Et donc dans ce cas-là, s'il y a une réponse rassurante, j'analyse la situation comme rassurante, mon cerveau, et on dit que c'est plutôt en effet le cerveau élaboré, moi je dis cerveau du haut versus le cerveau du bas, qui est plus animal, qui va envoyer un signal de sécurité à l'amygdale, effectivement, aux structures qui déclenchent les réactions physiques de peur notamment, pour dire stop, tout va bien, tu peux continuer à avancer, tu peux même marcher sur le serpent si tu veux. Et en fait, finalement, c'était peut-être une branche d'arbre, donc c'est encore plus tranquille. Donc il y a tout un processus, et encore une fois, tout ça, ça peut aller en moins d'une seconde ou deux. Donc on sait que c'est très, très rapide. C'est ça, c'est que là, quel que soit le stimulus qui provoque la peur, c'est l'activation de l'amygdale qui déclenche le processus réactionnel. Et ça, cette petite structure donc en forme d'amande, elle a été découverte, vous nous disiez, le chercheur Ledoux en 1986, qui se demande où siège la peur dans le cerveau, et pour ça, pour faire cette découverte, il terrorise des souris. Oui, c'est les débuts en fait des protocoles de peur conditionnés, où vous savez, où on met des souris dans une cage et puis il y a un plancher électrifié. C'est un peu barbare. Aujourd'hui, je pense qu'on a baissé les voltages, heureusement. Mais le but, c'est de créer un stimulus aversif et en même temps de faire retentir un bip sonore, par exemple. Et du coup, il se crée une association parce que cette centre de la peur, cette amygdale, elle réagit spontanément à certains stimuli qui font peur. Il y a un certain nombre de peurs innées. On peut parler de la peur de certains prédateurs, mais aussi par exemple la peur du vide, ou il y a la peur du noir, souvent chez les enfants, la peur de la suffocation, il y a quelques peurs innées comme ça. Mais si ça se passe dans un certain contexte, par exemple on fait ressentir un son, elle va communiquer avec un centre du cerveau qui s'appelle l'hippocampe, qui lui mémorise le contexte. Et donc il va se créer des liens entre les deux, de sorte qu'à l'avenir, il suffit de l'élément de contexte pour réactiver l'amygdale. Donc après, Ledoux, il fait juste retentir le son, et il voit que la souris développe la peur du son. Et donc ça nous montre déjà qu'on peut apprendre à avoir peur de plein de choses, en fonction des circonstances et de vie qu'on va traverser. Et donc surtout, dans son cas, c'était un protocole pour ensuite voir ce qui se passait dans le cerveau de ces souris. Donc il injectait un traceur fluorescent dans le cortex auditif, qui est le lieu d'analyse des sons. Et il voyait si le traceur ensuite se propageait vers l'intérieur du cerveau, vers d'autres régions du cerveau. Et donc c'est comme ça qu'il a vu que quand il faisait retentir le son, la souris avait peur, le traceur était ensuite absorbé par le cortex auditif qui s'activait à ce moment-là, et ensuite il remontait vers le centre du cerveau, et tout convergeait vers cette structure cérébrale qui, pour la première fois, était identifiée comme une plaque tournante justement de la réaction de peur, qui est donc l'amygdale, toute petite chez la souris, vraiment. Et chez l'être humain, c'est à peine plus gros, il y a la taille d'une amande, et qui ensuite, l'amygdale va enclencher l'activité d'autres structures sous-corticales comme l'hypothalamus, l'activation du système sympathique, donc la branche du système nerveux autonome qui va provoquer une accélération des battements cardiaques, une augmentation de la tension artérielle, même la contraction des tout petits muscles sous la peau qui font se lever les poils. Voilà, donc tout ça, c'est automatique. Cette fameuse chair de poule. Voilà, et c'est très rapide et c'est automatique. Et il y a même un groupe à la Salpêtrière avec Lionel Nakache qui a réussi à enfoncer des électrodes dans l'amygdale de patients humains réveillés, et de me projeter des stimuli qui faisaient peur en 10 ou 20 millisecondes. Donc, il ne pouvait pas les percevoir consciemment,
Mais néanmoins, l'amygdale s'activait, ils avaient toutes les réactions de peur. On leur demandait pourquoi, ils disaient je sais pas, puisqu'ils voyaient pas ce qui se passait. C'est que la peur fonctionne indépendamment de la conscience, Antoine Pellissolo. Bah, oui, et heureusement, parce que justement, on a pu survivre sûrement à des situations très angoissantes maintenant. Je sais pas, les prédateurs dans la savane, parce que on avait cette réaction qui ne nécessite pas le temps nécessaire de l'analyse, et donc ça va plus vite que la pensée. Et donc on peut, vous touchez quelque chose de très chaud, par exemple, vous enlevez votre main sans avoir analysé le degré de la température. Donc c'est vraiment des voies, je disais tout à l'heure, très courtes, ce qui n'empêche pas d'avoir en plus les voies longues ensuite pour analyser ce qui se passe. Darwin avait noté ça bien avant qu'on parle de neurosciences et de centre de la peur. Dans un de ses récits, il explique qu'il va aux eaux de Londres, il y a un serpent, il s'approche, le serpent a un geste d'agression et il a un réflexe de sursaut, et avec son habitude de tout analyser, il dit mais comment c'est possible que j'ai réagi si vite avant d'en avoir conscience? Et il se disait heureusement, parce que s'il fallait réfléchir pour réagir, il y aurait beaucoup de nos ancêtres qui auraient été mordus par les serpents. Ouais. Mais alors, absolument, mais simplement la contrepartie de ça, nous on le voit assez souvent avec les personnes qui ont des troubles, c'est que c'est tellement automatisé, tellement indépendant de la volonté, que des fois quand ça dysfonctionne, la volonté ne pourra pas vous empêcher d'avoir peur de certaines choses. C'est ce qu'on appelle les phobies notamment, où vous avez beau vous dire mais je sais que je ne devrais pas, c'est ridicule, la volonté n'a plus le contrôle. Et après on peut le reprendre, et heureusement il y a des méthodes pour ça. Mais comme vous dites, tout est une question d'équilibre. Parfois il y a trop de contrôle, parfois pas assez. Quand le système fonctionne bien, on parvient à réguler la peur et à l'adapter à la situation. Mais par exemple, dans le cas des phobies, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça concerne quand même, on parle de phobies de serpents, d'araignées, c'est des troubles qui concernent les phobies. Environ 1 personne sur 10, Antoine Pellissolo. Oui, alors c'est plus ou moins en validant, plus ou moins grave, mais c'est le dérèglement du système de la peur, l'amplification, pour plein de raisons. On pourra s'interroger sur les mécanismes, mais elles sont multiples. Mais en tout cas, on sait pas forcément pourquoi, mais on sait comment ça dysfonctionne. C'est exactement ce que décrivait Sébastien Bollard tout à l'heure, un conditionnement soit peut être inné en partie, en tout cas préparé par l'évolution pour ce qui est les plus fréquents. De toute façon, c'est des phobies de choses naturelles dans le fond. C'est le noir, le vertige, la hauteur, certains animaux, alors par assimilation, parce qu'on peut avoir peur des chats sans que forcément les chats soient dangereux aujourd'hui, mais c'est par assimilation probablement. Donc ces peurs ancestrales qui sont un peu programmées dans notre logiciel, dans notre ADN, et puis d'autres qu'on a apprises à cause de ces connexions, grâce à ces connexions amygdale, hippocampe, de réflexes conditionnés, effectivement qu'on connaît même depuis Pavlov, puisque c'était les premières descriptions, mais qu'on va associer à des situations, à des événements, et qui vont être résistantes. Je vous disais, cette peur-là, une fois qu'elle est installée, elle est tellement programmée pour nous empêcher de mourir que des fois, elle résiste beaucoup. En gros, c'est l'image d'une alarme qui sonne. Si elle sonne et que vous n'êtes pas protégé, elle va continuer à sonner parce que c'est indispensable à votre survie. Donc, il faudra trouver d'autres stratagèmes pour essayer de la faire arrêter. Du côté de l'anxiété, donc là, on en a déjà parlé, on a quand même plus de 20% de la population qui en souffre un moment ou un autre dans sa vie. Ça, pour tout comprendre des mécanismes de l'anxiété, j'invite nos auditeurs à podcaster notre épisode Trouble anxieux, la frayeur de vivre, où on voit que ça repose sur la capacité à anticiper, imaginer des images absentes, comme on l'a dit. Et puis, il y a aussi le trouble de stress post-traumatique, Sébastien Bollard, où là, c'est quand un événement trop violent est mal intégré. Oui, là, c'est l'exemple extrême d'une mémorisation très résistante, très profonde d'un événement dans un contexte. Et donc, vous allez avoir une personne qui est confrontée à une menace traumatisante, une menace quasi vitale. Ça peut être des gens qui subissent des attaques, des bombardements, ça peut être des viols, ça peut être des agressions, ça peut être des accidents traumatisants sur la route, où le système de survie de l'organisme se met en route, l'amygdale envoie des grandes décharges d'adrénaline pour survivre. Et en même temps, vous avez l'hippocampe donc, qui photographie les éléments associés. Et le problème, c'est que le souvenir traumatique peut se raviver à différents moments de la vie, ultérieurement, et en particulier quand il y a des éléments qui rappellent le contexte. On a beaucoup d'exemples, par exemple, de combattants traumatisés sur des théâtres de conflits guerriers, qui reviennent dans leur vie civile et qui subissent ce syndrome de stress post-traumatique. À chaque fois, par exemple, qu'il y a une moto qui pétarade dans la rue, ça fait penser à une détonation d'un tir de balle, de fusil, et ça réenclenche le lien hippocampe, amygdale, et tout qui revient, la réaction physiologique, l'impression d'être de nouveau face à la menace vitale, et c'est incontrôlable. Ouais, c'est ça les bases neuronales qui favorisent les flashbacks ?
Oui, alors on peut se dire que c'est vraiment l'intensité de l'événement qui probablement dépasse les capacités de régulation normale. L'intensité en effet de la décharge d'adrénaline et puis du cortisol, qui est aussi l'hormone du stress, qui est très liée à ces phénomènes-là, qui fait que l'apprentissage ne se fait pas bien, il se fait trop bien d'une certaine manière. Effectivement, on a photographié la scène et pas que les images, hein. On sait bien que dans ces cas-là, les reviviscences, ce qui revient dans les flashbacks ou dans les cauchemars, c'est souvent les sons, même les odeurs. Donc on a contextualisé à un temps T, au moment de l'accident ou de l'agression, et ça va rester figé dans le temps, avec probablement des systèmes de mémorisation qui ne sont pas adéquats, qui ne sont pas métabolisés, comme on dit, ou digérés. Et donc, ça provoque l'équivalent d'une phobie. En fait, on a le même type de réaction face au danger, sauf que la menace réapparaît alors qu'on n'est pas confronté à la situation. Donc, c'est ça qu'on appelle les reviviscences, et c'est très particulier dans le stress post-traumatique. C'est un trouble souvent très, très handicapant, très douloureux, qu'on a du mal à soigner. Donc, c'est quelque chose qui nécessite encore beaucoup de recherche. On a des éléments, par exemple, montrant que effectivement l'hippocampe est dysfonctionnel dans le stress post-traumatique. Donc, ce ne sont pas que des peurs virtuelles, quoi. Ça repose vraiment sur des dysfonctionnements de la neurotransmission et d'un certain nombre d'éléments neuronaux. Et c'est aussi porteur aussi quand même de beaucoup de symbolique, hein. C'est la confrontation avec la mort quand même. Donc il y a en plus des processus qui sont métacognitifs dans l'imaginaire, malheureusement. Alors comment justement ces troubles sont-ils pris en charge d'un point de vue thérapeutique? Plus généralement, y a-t-il des façons de combattre la peur et comment la modernité façonne cette émotion primitive? On continue de se faire frissonner en toute sécurité. John Williams et son orchestre et la bande-son des Dents de la Mer en direct sur France Culture, car nous parlons de ce sentiment que l'on adore avoir au cinéma, la peur. On en parle du point de vue des neurosciences avec nos deux invités du jour. Sébastien Boller, docteur en neurosciences et rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, et Antoine Pellissolo, médecin psychiatre, chef du service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Apparu chez les premiers vertébrés il y a des millions d'années, la peur s'est révélée vitale. On a vu, la peur ne sert pas seulement à assurer notre survie individuelle, mais alors pourquoi aimons-nous avoir peur au cinéma, Antoine Pellissolo? Au cinéma ou ailleurs, hein, parce qu'il y a plein de situations en effet de parcs d'attractions par exemple, dans lesquels il y a des situations qui provoquent ces peurs potentiellement. Les contes, les jeux vidéo, en effet. Il y a plusieurs hypothèses. Une qui est assez crédible, c'est que d'abord, c'est pas tout le monde. Quand je connais plein de gens qui n'aiment pas du tout les films d'horreur, donc il y a une sensibilité variable. Et ceux qui aiment probablement, c'est qu'ils ressentent en plus de la peur, en plus du côté, je vous disais, aversif, comme ça, négatif, mais une forme d'excitation, parce qu'il y a des points communs quand même avec d'autres types d'émotions. On peut avoir un peu les mêmes réactions physiques, par exemple, dans la peur et dans la colère ou dans le plaisir. En fait, l'excitation, en gros, du système nerveux, notamment sympathique, il est commun. Donc, cette sensation d'excitation, et une émotion peut en entraîner une autre. Donc, il y a très vite du rire qui peut s'associer à la peur. Quand, notamment, il y a un soulagement, souvent, en général, il y a des montagnes russes, hein, c'est le cas de le dire, où on a peur et puis on est soulagé. Et cette réaction positive de soulagement
soulagement peut être aussi recherché. Et puis l'autre hypothèse un peu développementale, on peut dire, déterministe, c'est qu'on peut se préparer comme ça au vrai danger. Il y a une forme de jeu comme ça, de simulation, et qu'on connaît chez les enfants, par exemple. Ils jouent à se faire peur, probablement parce qu'ils se préparent à un danger potentiel, et on apprend comme ça à se désensibiliser de certaines Oui, situations. c'est ça, Sébastien Boller, il y a aussi la peur remplit une fonction sociale. Oui, alors oui, parce que cette question, elle a fait l'objet d'études empiriques, notamment sur les adolescents, parce qu'on s'aperçoit que souvent, les publics qui aiment bien se faire peur, et surtout en groupe, c'est des jeunes qui décident, allez, on se fait une soirée exorciste ensemble, puis on se réunit. Et la dimension sociale qui a été notamment étudiée par Ondine Simoneau, qui est une chercheuse qui aime bien étudier les émotions en situation, on fait apparaître qu'en fait, il y a une dynamique de resserrement des liens du groupe. C'est-à-dire, on se met ensemble, on se connaît un peu, on s'amuse, on a besoin de se sentir un peu plus ensemble. Voilà. Et là, il y a le film, et là, l'angoisse, et là, tout le monde se resserre, se blottit les uns contre les autres. Et ça aurait une dimension comme ça de renforcement du lien. Et c'est vrai que c'est assez attesté par d'autres éléments, notamment neurochimiques, sur le fait que le lien fort a la capacité, effectivement, de moduler l'activité des circuits profonds de la peur, notamment à travers de certains neuromédiateurs comme les endorphines, qui sont libérés par la présence d'autrui, les liens forts qu'on resserre. Donc il y aurait une fonction sociale qu'on chercherait à réactiver aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on ne vit plus avec des prédateurs autour du feu, mais peut-être que ça fait partie de cet instinct-là. Et puis ce que disait Antoine Pellissiolo est aussi sur le fait de se tester. Ça a été étudié en éthologie sur les comportements des animaux, des proies. Notamment les jeunes antilopes jouent à s'approcher des lions. Et en fait, ça leur permet de tester la limite, de savoir jusqu'où ça peut être dangereux de s'approcher ou pas, et de repérer les moments où le prédateur est en situation où il pourrait attaquer et les moments où il est en train de se reposer. Donc il y a vraiment, en tout cas chez les animaux, une logique d'apprentissage qui consiste à jouer avec sa propre peur en ce sens-là. Peut-être que ça se retrouve en partie chez les humains avec un lointain passé évolutif, mais c'est des pistes. Mais là, sur ces dimensions sociales, Antoine Pellissiolo, on l'a vu, la peur est une émotion très ancienne, mais justement, à quel point cette émotion est-elle généralisée aujourd'hui et peut-être exercée de façon de plus belle avec des facteurs modernes qui pourraient peut-être l'amplifier? Oui, alors ce qui pose souvent problème pour nous autres pauvres Homo sapiens qui ne sont pas forcément adaptés au monde qu'on a créé nous-mêmes par ailleurs, c'est en effet le décalage avec les dangers actuels qui sont souvent liés à la nouveauté, liés à la société dans son ensemble et notamment à l'hyperdensité par exemple des populations. Donc il y a beaucoup de peurs qui sont liées aux autres tout bêtement, la peur des autres comme on dit, sous toutes leurs formes. Donc c'est des peurs modernes, les peurs liées évidemment aux événements. Alors les guerres par exemple c'est pas nouveau puisque les premières peurs sont très archaïques, c'est entre groupes humains et en plus des prédateurs. Mais ce qu'il y a de nouveau c'est évidemment les moyens de communiquer. On sait en temps réel qu'il y a une guerre en Ukraine ou au Moyen-Orient et on le voit en direct. Donc forcément l'impact sur l'anxiété là n'est pas la même et il faut s'adapter à plein de choses auxquelles on n'était pas préparé par l'évolution antérieure. Vous voulez dire qu'on n'est pas tout à fait câblé pour gérer des interactions avec des centaines ou des milliers de personnes, ce qui peut aussi du coup générer du stress, de la méfiance ou des réactions de repli? C'est ça, on s'est développé pendant des milliers d'années au moins en petits groupes sociaux et pas comme dans nos villes actuelles à partir de l'ère industrielle sur des milliers voire des millions d'individus. Donc certains s'adaptent bien et vite et d'autres beaucoup moins. Moi ce que j'étudie avec ce qu'on appelle la phobie sociale, c'est vraiment cette difficulté à rentrer en interaction avec et parfois maintenant la terre entière puisque les réseaux sociaux, l'image nous confrontent à ça. Donc beaucoup de personnes, notamment à l'adolescence, ne sont pas en effet préparées et ne supportent pas bien ces peurs-là. Les réseaux sociaux, en effet, Sébastien Boller, ça illustre bien quand même une certaine ambivalence aussi sur ces liens sociaux. Ça illustre un besoin de se connecter aux autres. C'est un besoin qui, comme le disait Antoine, est ancestral. Moi, ce que j'ai repéré à travers cette narration sur l'histoire de nos peurs, c'est que le moment où les humains ont commencé en gros à moins redouter les dangers naturels et les prédateurs, c'est le moment où est apparue la coopération, où les Homo erectus notamment ont commencé à chasser en groupe et à découvrir la force du groupe.
Il se trouve que la force du groupe est libératrice, notamment de ces molécules comme l'ocytocine et l'endorphine, qui ont la capacité de moduler et d'apaiser clairement les circuits de la peur. C'est vraiment comme si on avait été programmé pour dompter nos peurs par le groupe. Et c'est pas pour rien que ces groupes cherchent à se retrouver aujourd'hui dans un monde où ils sont pas si simples à identifier. Et c'est vrai que historiquement, au moment où l'ère du paléolithique s'est terminée, l'ère des clans s'est terminée au profit des cités, en fait des villes du néolithique, est apparu probablement le stress social, l'anxiété sociale. En tout cas, il y a eu des études là, du groupe de Lederbogen à Heidelberg qui montraient qu'effectivement, plus on vit dans une grande ville, plus statistiquement, il y a cette nécessité d'essayer de comprendre si autrui qu'on ne connaît pas est plutôt un ami, plutôt un ennemi, ce qui est en soi une charge pour le système nerveux qui n'existe pas quand vous vivez dans un groupe de quelques dizaines d'individus qui se connaissent depuis leur naissance et qui étaient les conditions de vie du paléolithique. Donc c'est pas étonnant qu'on cherche à retrouver ces cercles de taille, on va dire, préprogrammés dans notre cerveau, ce qui a été même illustré par les travaux de Robin Dunbar, l'auteur du cerveau social, qui a montré qu'on est fait pour se connecter de façon plus ou moins intime avec 100 à 150 personnes. Et donc, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Surtout que depuis, si on prend encore même au début du XXe siècle, dans les campagnes françaises, c'était quand même plus de la moitié de la population vivait à 3 générations sous le même toit. Et puis il y avait le village, c'était une taille critique beaucoup plus proche de ce que nos gènes ont enregistré depuis très longtemps. Donc les réseaux sociaux, malheureusement, ce qui se passe, c'est que les liens ne sont pas non plus d'une fiabilité qui reproduit celle du noyau clanique qui convient peut-être, même s'il a bien des inconvénients, il faut quand même le dire. Mais alors on cherche des connexions, mais il a été effectivement observé qu'elles créent aussi de l'angoisse, parce qu'elles sont facilement remises en question, parce qu'il y a des logiques de ghosting, parce qu'il y a des logiques de comparaison. Donc c'est un mélange un petit peu difficile à dépatouiller. Donc le groupe La Vie Sociale, c'est à la fois anxiogène et anxiolytique, Antoine Pellissolo. Oui, alors il y a non seulement la peur, on disait plutôt celle de l'agression par l'autre, le groupe ennemi, etc. Donc la peur un peu du prédateur. Mais il y a aussi une autre peur essentielle et peut-être plus ancienne qui est celle d'être rejeté. L'être humain a besoin d'être affilié à un groupe, il ne peut pas survivre seul, évidemment dès la naissance. Et donc on sait bien que les peurs sociales, on appelle ça l'anxiété sociale aussi en clinique, sont plus souvent liées en fait à la peur de ne pas être aimé, de ne pas être reconnu comme quelqu'un de bien auprès des autres, surtout des personnes auxquelles on tient, plutôt que vraiment de se sentir menacé par l'autre. Donc ça se traduit par, moi j'ai beaucoup travaillé sur la peur du rougissement par exemple, la peur de montrer ses émotions comme étant quelque chose un signe de faiblesse, parce qu'on ne veut pas être rejeté par l'autre. Oui, puis avoir peur, par exemple, de rougir. Voilà, et cette peur enclenche une peur... L'érotophobie qui est une obsession assez étonnante parce qu'il y a une fixation sur ce qu'on peut considérer comme un détail au départ, une manifestation d'une émotion, d'ailleurs pas que de la peur, mais c'est un objet de fixation pour certaines personnes qui se disent que si elles montrent cette émotion-là, on va la considérer comme quelqu'un de faible, quelqu'un de coupable, c'est associé à la féminité, donc forcément pour certains hommes notamment, c'est insupportable. Alors on sait que c'est plus cristallisé autour de l'adolescence, mais nous on voit malheureusement des personnes qui traînent cette gêne-là pendant quasiment toute leur vie. Là, on parle en effet de la peur sociale, de la phobie sociale. On voit aussi qu'on a un grand nombre de facteurs modernes qui amplifient les 1001 visages de la peur, réchauffement climatique, conflit armé, développement de l'IA. Sébastien Boller, on a aussi un environnement alimentaire qui peut jouer un rôle. Alimentaire ? Oui. Oui, alors ça, c'est pas la partie la plus rassurante. C'est-à-dire qu'effectivement, les études sur la composition des aliments, notamment des aliments préparés, industrialisés, et en sommet de tout ça, le fast-food, ont montré chez les souris, et puis aussi, il y a des études préliminaires chez l'être humain, que ça provoque une inflammation, en fait, une inflammation de certains tissus neuronaux, et notamment de l'amygdale et des circuits de la peur, qui deviennent beaucoup plus réactifs. Et donc, c'est un petit peu un piège, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui peut être angoissant pour plein de raisons, notamment parce qu'on consomme en boucle des médias qui nous montrent plein d'horreurs qui dépassent sans doute en grande partie les capacités d'intégration de notre cerveau, et que parfois, pour se rassurer, on mange. Ça c'était quand même pas mal documenté, c'est-à-dire le lien entre anxiété et obésité, et le fait que expérimentalement, quand on stresse les gens, il peut y avoir un réflexe qui consiste à vouloir absorber
forte dose de calories. Peut-être parce que c'est aussi un réflexe, c'est que quand on mange, c'est la survie quelque part. Donc, Et soulagement immédiat. soulagement immédiat, la stimulation du système de récompense qui a un effet modulateur, abaissant, inhibiteur sur les circuits de la peur. Et donc, vous mangez, vous allez vers des choses qui sont grasses, sucrées. Vous ingérez malheureusement des nutriments aujourd'hui qui ont cet effet neuro-inflammatoire. Et au lieu d'apaiser la peur de façon chronique, vous risquez peut-être de sensibiliser vos circuits neuronaux de l'anxiété et de la peur. Donc il y a là un cercle vicieux dont on est assez peu informé, je trouve, et qui n'est pas de nature à apaiser en fait et à résoudre les problèmes de santé mentale et de l'anxiété. Et Et il y en a d'autres, malheureusement, qui sont même encore pires, je dirais. C'est l'alcool, qui est aussi un refuge classique face à l'angoisse, à l'anxiété. Et d'autres toxiques, etc. On sait bien qu'il y a une association entre anxiété et addiction. En gros, toutes les molécules qui semblent comme ça faussement rassurantes. Les benzodiazépines, certains médicaments, l'alcool, le tabac, on a etc. développé tout un tas de mécanismes, en effet, pour lutter contre la peur et de façon pas tout à fait très saine. Je reviens sur ces cercles vicieux que vous décrivez, Sébastien Bollard, puisque dans votre livre aussi, vous faites un parallèle un lien entre la peur et l'autoritarisme. Alors, là, effectivement, ça c'est des études à grande échelle qui ont révélé ces dernières années, on va dire, une montée générale des autoritarismes. Et ça, c'est transcontinental. Il se trouve que ça se produit à une époque qui est plutôt angoissée, il me semble, face à des menaces dont on pourrait discuter, qui sont assez globales, assez diffuses, peut-être inédites quand même dans l'histoire de l'humanité. Il y a cet autoritarisme qui grimpe. Il y a des études qui montrent que la personnalité autoritariste telle qu'elle a été définie, notamment par Bob Altemeyer, qui a été le premier dans les années 80 à étudier les dimensions de ce qu'il a appelé la personnalité autoritariste, semble aller de pair avec des forts scores de réponse sur des tests qui mesurent le caractère effrayable des individus. Vous mettez l'individu devant des questionnaires où vous lui montrez des images un peu effrayantes, ne serait-ce qu'un voisin mal intentionné, un chien qui aboie, vous pouvez coter la réaction plus ou moins effrayée et aussi faire de l'IRM pour mesurer la réactivité de l'amygdale. Et là se dessine une corrélation entre les deux. C'est-à-dire que les personnes qui ont des hauts scores d'autoritarisme sont des personnes en fait assez facilement effarouchables et avec un système de peur assez sensible. Donc là, et ça pose la question, si on va vers une société qui infuse de l'anxiété, que ce soit par les médias, que ce soit par une ambiance générale dans le discours sécuritaire ou autre, on va progressivement, possiblement en tout cas, provoquer un repli vers l'autoritarisme, sachant que ça fait sens évidemment. Quand vous avez peur, quand vous êtes angoissé, un des premiers réflexes de l'humain, c'est de se regrouper autour d'un groupe, autour d'un chef, et d'avoir peur des autres groupes, parce que ça aussi, comme on le disait, ça fait partie de notre très très lointain passé évolutif. Ouais. Alors comment réguler ce sentiment de peur? Alors, on le rappelle, l'un des leviers les plus efficaces, ça reste le lien social et la présence physique de quelqu'un d'autre. La respiration, la méditation peuvent également aider à apaiser le circuit de la peur. Alors pour les formes plus sévères, comment y répondre d'un point de vue thérapeutique? On voit ça avec le reportage du jour. Quand elle devient excessive ou mal contrôlée, la peur peut s'exprimer à travers des troubles psychiatriques. Pour les identifier et les traiter, il existe des services cliniques adaptés à la diversité des symptômes. Et pour comprendre cette démarche clinique, nous sommes allés au service de psychiatrie adulte de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et c'est avec notre reporter Céline Lezen. Bonjour Céline. Bonjour Natacha, oui, auprès du professeur Philippe Fossati, chef du service, qui prend en charge des patients au profil clinique très varié, phobiques, anxieux ou souffrant de stress post-traumatique. L'enjeu est de bien identifier le ou les troubles en question par des examens psychiatriques, physiques et paracliniques afin de guider le patient vers une thérapie personnalisée. Son expertise médicale s'enrichit de ses recherches scientifiques. Co-responsable de l'équipe neurosciences sociales et affectives à l'Institut du cerveau, il étudie les mécanismes et origines de cette émotion par diverses techniques d'imagerie cérébrale, une approche globale pour améliorer le diagnostic et les pistes de soins. Alors ici, on est au bâtiment La Force, qui est un bâtiment historique. Et alors c'est un bâtiment qui non seulement est historique parce que c'est là où un peu est née, j'allais dire, la psychiatrie, on va dire, avec Pinel, etc. Et c'est aussi un bâtiment historique parce que, d'abord de son ancienneté, il date du XVIe siècle ou XVIIe siècle. Et puis l'autre truc, c'est que, par exemple, en bas, on a la cour Manon. Là, il y a eu quand même, à un moment donné, révolution. C'était le bâtiment avant qu'on appelait le bâtiment des Folles. Eh ben, en fait, c'est parce qu'en fait, avant, c'était le bâtiment dans lequel étaient
enfermer en quelque sorte les femmes qui soit étaient de mauvaises mœurs, soit étaient folles, sous demande parfois de la famille, avec placé par l'autorité de justice, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que vous êtes psychiatre médecin, mais aussi chercheur. Donc, sur le même campus, vous gravitez, vous oscillez entre deux bâtiments, celui de la recherche de l'ICM, qui est à la pointe des recherches sur le cerveau, et ici. Et effectivement, je pense que c'est important parce que je pense qu'à la Salpêtrière, la mémoire est un élément essentiel. Et donc, savoir, je veux dire, s'imprégner de l'histoire, de ce qui s'est passé ici, c'est quand même des éléments qui conditionnent. On ne va pas dire que ça conditionne toute l'activité, mais c'est important de savoir d'où on vient, quoi. D'ailleurs, comme on dit, il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va, hein. Ça fait partie des règles, voilà. Et à l'ICM, vous faites de l'imagerie sur vos patients ou vous faites de la recherche plutôt fondamentale? Les deux, en fait, on fait à la fois les patients et les sujets normaux. En fait, hein, on a des protocoles de recherche, en particulier sur la kétamine chez les sujets, chez les patients, qu'on compare à des sujets normaux. Donc les IRM, on les fait les deux, quoi. Voilà. Alors, les patients que vous recevez ici, qui souffrent de différents traumas, comment vous arrivez à diagnostiquer des pathologies pour lesquelles la peur serait le fondement et l'origine? Un premier point que je dis souvent, alors je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec cette idée, mais le paradoxe, c'est que chez l'anxieux, l'idée n'est pas de leur apprendre à ne pas avoir peur, mais au contraire de leur apprendre à avoir peur. Ça peut être paradoxal, mais il faut bien s'imaginer qu'on peut considérer que le sujet anxieux a une réaction de peur qui est un peu diffuse face à des stimuli qui ne comportent pas de danger en eux-mêmes. Et réapprendre au sujet à avoir peur, c'est faire en sorte, en gros, de manière un peu simpliste, hein, je dirais, mais qui n'est pas, je pense, complètement fausse, ce serait de dire, voilà, quand il y a un tel signal, là, je peux avoir une réaction légitime, hein. Et puis, quand je suis face à un stimulus, si je suis agoraphobe et que je suis dans l'ascenseur, c'est pas un stimulus. Bon, alors bien évidemment, on peut dire il y a toujours un risque que l'ascenseur s'effondre, etc. Mais la probabilité est faible, et donc il faut savoir les aider à gérer l'incertitude. Alors, l'idée, c'est pas de rassurer les gens, mais de leur apprendre à avoir peur. Ça, c'est un premier point. Alors, comment on fait ça? En fait, il faut en quelque sorte... Alors, soit on diminue le niveau global du système, c'est un peu ce que font les antidépresseurs, les médicaments qui sont essentiellement des antidépresseurs, parce que souvent les gens utilisent des anxiolytiques, mais qui sont des traitements symptomatiques et qui ne sont pas forcément des traitements qui vont aider, avec parfois même un risque de dépendance. Donc, c'est les médicaments type inhibiteurs de recapture de la sérotonine, hein, la paroxétine, le séroprame, etc. Et puis, bien évidemment, mais je pense que le professeur Pellissolo, qui sera dans votre plateau, en parlera mieux que moi, c'est l'utilisation des thérapies, et en particulier des thérapies cognitivo-comportementales, qui permet, en quelque sorte, qui considère que l'anxiété, et en particulier la phobie, est une sorte de mauvais apprentissage, et qu'il faut reconditionner cet apprentissage en passant par différentes étapes, c'est-à-dire en faisant une analyse structurelle des situations qui déclenchent, en permettant au sujet de se relaxer avant, par l'acquisition de techniques, et ensuite en l'exposant progressivement à la situation qui est redoutée, de telle manière qu'on aboutit à une sorte de phénomène d'extinction de cette réaction conditionnée face au stimulus, quoi. C'est-à-dire qu'on n'efface pas le souvenir, mais on apprend à diminuer peut-être le degré émotionnel négatif associé à ce souvenir. Exactement. C'est un réapprentissage. L'idée n'est pas d'effacer le souvenir. Alors, ça, c'est un point intéressant ce que vous dites par rapport à la question, parce que c'est vrai que tous ces troubles, et en particulier dans la dimension phobique ou même l'état de stress post-traumatique, ont un lien très étroit en fait avec la mémoire, en fait, hein, puisque alors la mémoire à différents niveaux, que ce soit au niveau du conditionnement, ou un autre niveau de mémoire épisodique, etc. Mais pourquoi je dis ça? Parce que, par exemple, c'est typique dans l'état de stress post-traumatique, hein, où on observe à la fois un souvenir lié à l'événement, et d'ailleurs les symptômes de cet état de stress sont des réviviscences, des cauchemars, ou toute situation qui est plus ou moins associée à ce stimulus, qui fait réactiver l'événement traumatisant, associé paradoxalement en fait à une réduction d'un certain nombre de mémoires qui tournaient autour de l'événement, qu'on pourrait appeler des mémoires contextuelles. C'est-à-dire il y a à la fois une hypermnésie et une amnésie. Et l'idée, par les techniques thérapeutiques, alors
comme par exemple alors, soit les TCC, soit des techniques de reconsolidation qui peuvent être associées d'ailleurs, qui combinent des médicaments associés à la réactivation des souvenirs traumatiques pour essayer de diminuer, j'allais dire, leur dimension traumatogène. Et puis, éventuellement même ce qu'on appelle le MDR, hein, qui en fait permet en quelque sorte de réintégrer ce souvenir traumatique dans la base globale de souvenirs, quoi. Mais en tout cas, le point que vous soulignez, c'est que manipuler en quelque sorte de manière consentie avec le patient la mémoire, jouer avec sa mémoire est un élément fondamental du traitement. Merci Céline Lausanne. Nos reportages pour sortir du studio et découvrir le travail de la recherche scientifique, c'est notre collection La Science au Labo et c'est à podcaster sur l'application Radio France. Antoine Pellissolo, une réaction aux mots du professeur Philippe Fossati qui vous interpellait dans ce reportage? Oui, on a travaillé beaucoup ensemble. Son expression apprendre à avoir peur, ou je ne sais plus comment il dit. Apprendre à avoir peur, en effet. Alors ça peut paraître paradoxal, mais je pense que le message, c'est au centre des thérapies, c'est plutôt ne pas avoir peur de la peur. C'est vraiment un concept, mais ne pas obéir à la peur. Et donc, en effet, la bonne stratégie qui marche bien dans les TCC notamment, les thérapies comportementales, c'est des techniques d'exposition où on va se confronter à la peur en fait pour défaire ce lien automatique entre situation et peur pour le remplacer par autre chose qui est un sentiment de, on va dire, de maîtrise ou en tout cas de capacité à affronter. Et donc en gros, il faut y aller petit à petit. Donc il y a des méthodes très calibrées pour ça. Quand la peur est phobique, ce qui est évoqué aussi, c'est les traumatismes, où là, il y a une dimension supplémentaire, en effet, qui est travaillée sur les souvenirs, et le MDR, pour ça, marche bien. Mais vraiment, je dirais, le principe, hein, la ligne rouge, le fil rouge, pardon, c'est plutôt ne pas fuir la peur, ne pas lui obéir, ne pas vouloir la faire cesser à tout prix, parce qu'on n'y arrive pas. Et c'est plutôt se l'approprier, l'écouter quand il y a besoin, mais ne pas rester collé à la peur. C'est ça, l'évitement de la peur, plus on l'évite, plus elle grandit, en somme. Exactement. Concernant les traitements, donc on a entendu parler des TCC, rendez-vous là encore sur radiofrance.com avec notre épisode Sortir de son trouble, où on consacrait 1 heure sur ces thérapies. Pour ce qui est des traitements, Antoine Pellissolo, il vous semble important de rappeler que les médicaments anxiolytiques sont trop utilisés. Oui, alors c'est ce qu'on appelle les benzodiazépines. Il y a toujours eu un problème, peut-être en France plus qu'ailleurs, d'un excès d'usage, parce que c'est des faux amis. Sous le moment, ça soulage. Effectivement, on peut se sentir un peu comme on dit, c'est paracétamol de l'anxiété, ça fait du bien sur le moment, mais ça ne soigne pas du tout. Ça ne soigne pas en tout cas la phobie ou un trouble anxieux. Et donc, il faut s'en servir le moins possible. Par contre, il y a des solutions quand vraiment la souffrance est trop forte, parce que c'est pas du tout du déni ou une banalisation des troubles, ils peuvent être très sévères. Et c'est plutôt les antidépresseurs au long cours et évidemment sur surveillance médicale. Voilà, vous ne faut pas. En tout cas, merci à vous deux de nous avoir bien réappris à avoir peur, à ne pas la nier, cette émotion, hein, parce qu'elle peut aussi avoir une fonction utile d'alerte, on l'a vu tout au long de cette heure. Grand merci à vous deux pour prolonger le plaisir. Je renvoie nos auditeurs à vos ouvrages, Sébastien Boller de Pourquoi avons-nous peur, qui vient de sortir aux éditions Plomb, et de votre ouvrage Antoine Pellissolo, je m'étrangle, qui s'appelle La nouvelle peur des autres, trac timidité, phobie sociale, paru chez Odile Jacob en 2023, aux côtés de vos deux autres... Oui, Christophe André et Patrick Légeron, compères. Voilà, merci beaucoup. C'est en librairie, en médiathèque. Tout de suite, c'est la chronique avec Science. Merci. Et comme chaque jour, on vous retrouve Alexandra Delbo pour votre chronique. Aujourd'hui, vous nous parlez de Sinus X1, le tout premier trou noir découvert dans les années 70. Alors, que peut-il encore nous apprendre ? Bonjour Alexandra.